Je suis Manon Trépanier et je vous souhaite la bienvenue à L'Art en question. Pour cette deuxième émission, je reçois 4 diffuseurs spécialisés pour essayer de comprendre avec eux comment ils arrivent à promouvoir la culture et surtout comment ils mettent en valeur l'offre culturelle et quels sont les moyens dont ils disposent pour y parvenir. Après le débat passionné de la semaine dernière, je reçois cette semaine le maestro Marc David, chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Longueuil, Anne-Marie Provencher, directrice artistique du Théâtre de la Ville, Madame Lorraine Matteau, vice-présidente du Zocalo, et Micheline Perrault, chef de division du service des bibliothèques de Longueuil. Alors, à tout seigneur, tout honneur, maestro, je vais commencer avec vous. Tantôt, la langue a failli me fourcher, là, mais c'est vrai que ce ne sont pas toutes les villes qui ont la chance d'avoir un grand orchestre comme, j'allais dire le vôtre, mais en fait, c'est le nôtre. Le nôtre, exactement. Et oui, on est très, très choyés ici à Longueuil. Effectivement. Surtout en proximité de Montréal, d'avoir un orchestre symphonique à nous. La question que je me pose, maestro, c'est la programmation. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous devez y aller en fonction de vos abonnés, en fonction de la disponibilité des musiciens, en fonction de vos goûts personnels? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte quand on élabore une programmation. Tout d'abord, bien sûr, l'artiste qui est en place, le directeur artistique qui est en place, a des goûts, a des préférences, a une couleur qu'il veut donner à son ensemble. Et ensuite, quand on travaille avec le même orchestre depuis plusieurs années, on a un plan à long terme, un plan de développement qui touche non seulement le développement des musiciens, trouver des œuvres qui vont permettre à l'orchestre de progresser, de s'améliorer, de toujours mieux jouer, mais aussi un plan d'action qui permet à l'auditoire aussi de se développer et de découvrir de nouvelles choses tout en ayant toujours ces valeurs sûres du répertoire pour combler leurs attentes. Et bien sûr, entre aussi en ligne de compte des questions budgétaires. Est-ce que je peux faire toute une saison de symphonie de Mahler avec 100 musiciens sur la scène? Non, j'ai des administrateurs qui ne seraient pas contents. Il y a aussi la taille de l'orchestre qui va déterminer un peu la programmation. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais le but ultime, c'est de trouver un produit qui permet aux musiciens de se développer et de fidéliser notre public et que les gens sortent de la soirée, autant sur la scène que dans la salle, et disent que j'ai passé une belle soirée. La magie a opéré. Exactement. Et vous, Anne-Marie, votre organisme, c'est multidisciplinaire, ça doit être très compliqué. Ah ben, c'est surtout passionnant. Parce que notre désir, c'est de faire vivre au public que nous accueillons, mais que nous cherchons aussi à accueillir. On essaie de les faire vivre au rythme de la création actuelle. Alors, ce qui nous importe au départ, c'est la qualité et la force des choix de programmation que nous faisons, des projets que nous offrons à nos spectateurs dans toutes les disciplines. Bien sûr, il y a des coups de cœur personnels, mais il y a toujours un équilibre à garder, à conserver entre des valeurs sûres, des gens qui sont plus connus, des noms plus populaires ou des démarches plus populaires et un grand lot de découvertes. Parce que on a la chance, on a une expertise, on a la chance de voir à peu près tout ce qui se fait, tout ce qui se crée dans toutes les disciplines au Québec. On va même voir à travers au Canada et parfois à l'étranger. Alors, pour le public, il n'a pas la chance de vivre ce qu'on vit, c'est notre travail, c'est notre passion. Alors, on est très bien placé pour offrir des découvertes et permettre aussi au public de suivre l'évolution des créateurs au fil des saisons. Alors, je dirais que notre premier critère, c'est vraiment la qualité artistique. Ensuite de ça, l'équilibre entre les découvertes. Et puis, bien sûr, comme notre collègue, il y a toute la part, il y a toute une gymnastique parce que ce n'est pas tous les coups de cœur que nous avons qui sont offerts à la tournée. Il faut jouer avec la disponibilité des artistes, avec la disponibilité de nos calendriers et finalement, on finit à chaque année à faire notre programmation de rêve parce qu'elle est faite
avec passion. Et ce qui est important aussi dans une programmation, ce n'est pas seulement d'offrir, c'est d'accompagner notre public dans les propositions qu'on lui fait. Alors, il y a une très, très grande part de développement. On accompagne les gens, on fait des rencontres animées avec des spécialistes avant, après les spectacles. On accompagne vraiment notre public et on sème chez lui le goût d'y revenir. C'est à peu près, grosso modo, là, comment nous... Passionnant. Oui. Hein, vraiment. Lorraine, vous disposez de peu de moyens au Zocalo parce que c'est un centre d'artistes autogéré. Oui, ça existe depuis 20 ans, puis ça l'a toujours été. Bien, c'est un centre autogéré. Alors, les personnes, les artistes viennent travailler là. C'était le but à la base, mais évidemment, il faut pas juste agrandir, mais pour que le monde nous connaisse. Puis depuis, je dirais à peu près 1 an, c'est le but, se faire connaître, puis vraiment beaucoup. Alors, on essaye de mettre l'art dans la rue, qu'on appelle. Alors, il y a des expositions, il y en a eu une l'année passée dans le parc Saint-Marc pour voir, et ça nous a amené beaucoup, beaucoup de questionnements. Le monde venait à nous. Alors, on remet ça pendant 3 ans à la rue. On s'en va en Europe au mois de décembre. Vous avez fait plusieurs échanges internationaux avec le Mexique. Oui, avec Cuba. Puis là, on s'en va en France. Il y en a eu, bien là, c'est pas l'étranger, mais dans d'autres provinces. Puis, bien là, c'est ça, c'est la France. Puis, ben, cet endroit-là, c'est à Céret. Eux voyagent, c'est une exposition itinérante. Puis, le voyage à l'Espagne et tout. Parce que l'estampe comme telle, la gravure, c'est pas super connu en Amérique du Nord. C'est assez vieux comme procédé. Mais en Europe, ils connaissent, monsieur, madame, tout le monde connaissent un petit peu plus ça. Alors, il y a vraiment des réseaux plus étendus. Alors, Longueuil s'en va là, en décembre. Des ambassadeurs. Oui, on essaie. Vous, Micheline, malgré la gratuité, vous avez un très, très vaste programme d'animation à la bibliothèque. Oui, oui, tout à fait. On peut, quand on parle de programmation, on peut parler de programmation, de conférences, etc. Mais on parle aussi du développement des collections. Oui. On parle d'offres et de demandes, de quelle façon est-ce qu'on articule notre développement, quelle est la part de la demande du public versus ce qu'on peut présenter autrement. Et puis, il y a peut-être 2 volets finalement à la question, parce que vous abordez celle de l'animation, qui est à nos yeux vue vraiment comme un moyen de médiation culturelle finalement pour mener vers la connaissance de sujets qui peuvent être portés là, à la connaissance des citoyens. Mais quand on parle surtout d'offres des bibliothèques, évidemment, on va nécessairement aborder le sujet des collections. Et puis, pour nous, la part c'est aussi un peu comme mes collègues, là, plusieurs critères, finalement, qui rentrent en ligne de compte. C'est sûr que, d'une part, on tient beaucoup compte des suggestions des citoyens. Parce que tout de suite, ils veulent le livre dont ils ont entendu parler dans les différents médias. La nouveauté immédiate. La nouveauté immédiate. C'est ce qui va les faire rentrer à la bibliothèque. Et puis, une fois qu'ils sont entrés, bien là, on essaie finalement par différents moyens de démontrer l'étendue de nos collections. Parce que c'est sûr qu'une bibliothèque publique est sous-tendue par plusieurs axes. Là, on sait qu'on parle de missions d'éducation, de formation, de détente, etc. Alors, on essaie de développer des classiques, des collections qui vont faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas de formation comme telle puisse trouver l'équivalent d'une formation académique équivalente au collège, par exemple. Alors, c'est de cette façon-là que la bibliothèque développe un créneau de démocratisation du savoir et de la culture. Et puis, oui, vous avez mentionné que malgré la gratuité, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et extrêmement important pour justement la démocratisation là, du savoir. Ça va beaucoup plus loin que le prêt aussi. Il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait. Il y a beaucoup d'accompagnement, puis il y a beaucoup de choses qui ne sont tellement pas connues. Là. Il faut fréquenter les bibliothèques pour savoir toute la vie qu'il y a à l'intérieur d'une bibliothèque. Je pense que dans la tête de malheureusement un trop grand nombre de personnes, l'idée qu'on se fait des bibliothèques, c'est encore très sclérosé, c'est très chut. Et bon.
Alors que c'est toute une vie dynamique à l'intérieur. Alors, je mentionnais tantôt que on attachait beaucoup d'importance aux suggestions des abonnés. Et par ailleurs, une fois qu'ils sont entrés, on essaie de les amener par des expositions thématiques, par des listes de suggestions de lecture, etc., de les amener un peu ailleurs, parce que souvent, ils viennent pour la nouveauté. Si la nouveauté n'est pas immédiatement disponible, on ne veut pas qu'ils partent les mains vides. Alors, on veut pouvoir leur donner différents accès. Par exemple, cette année, c'est le 300e anniversaire de naissance de Jean-Jacques Rousseau. Alors, les gens vont l'avoir entendu peut-être un petit peu dans différentes circonstances. Alors, on va tenter de mettre en valeur les œuvres de cet auteur-là. Il y a beaucoup de gens qui ont juste entendu le nom, qui n'ont jamais lu les œuvres. Alors, c'est une occasion d'aller chercher et de stimuler un peu tout cet aspect-là là, de découverte. Et ceux qui ne peuvent pas se rendre à vous, vous vous rendez chez eux. On se rend chez eux, effectivement. Je pense qu'à l'instar de bien d'autres disciplines, c'est important de sortir de nos lieux et d'aller faire ce qu'on appelle chez nous les activités hors les murs, d'aller chercher les gens qui peuvent être intimidés de rentrer en bibliothèque parce que des fois, les gens trouvent que le lieu est impressionnant. Ils s'imaginent qu'ils doivent connaître tout le fonctionnement avant d'entrer pour la première fois. Alors, il y a cet aspect d'intimidation qu'on veut briser par différents moyens, dont justement là, les activités hors les murs, de sortir, d'aller dans les parcs, de parler de la bibliothèque, aller dans les organismes. Alors, c'est autant de moyens là, pour chercher à se faire connaître, finalement. Activités hors les murs dont vous parliez tantôt, Lorraine, vous parliez du parc, vous parliez oui, le parc La Cité, les œuvres ont flotté sur l'eau. C'est parce qu'on essaye de trouver des moyens originaux aussi, pas juste un mur sur une galerie, j'ai rien contre, au contraire, mais pour attirer dans des lieux publics, monsieur, madame, tout le monde, ils vont de toute façon. Alors, c'est une bonne façon de les amener à regarder, c'est là. C'est comme dans le parc, on a eu tellement de bons commentaires l'année passée, parce qu'il y en a qui mangeaient là, l'été, le monde prenne le lunch là. Alors, ils n'ont même pas d'efforts à faire, on va vraiment les chercher. Et après, eux, sont intéressés à venir à nos expositions, parce que l'hiver, on ne fait pas ça à l'extérieur, on va s'en dire, on reste au Québec. Alors, eux, après, moi, j'ai eu des grandes surprises, ils sont venus, mais ils ne pouvaient pas venir avant, ils ne connaissaient pas. Alors, il faut aller les chercher. Vous, Marc, vous allez les chercher comment? C'est un peu la même chose. Il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées de la salle de concert, tout le protocole qui entoure un concert classique. Donc, bien sûr, on donne des concerts extérieurs dans les parcs. On a pas mal fait le tour des parcs ici de l'agglomération. Et on se rend compte qu'on retrouve, oui, nos fidèles, les gens qui viennent au concert, mais beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu un orchestre symphonique ou qui n'ont jamais assisté à un concert symphonique. Et de sentir ce mélange d'auditoire devant nous est quelque chose d'assez particulier. Alors, on ne voit pas vraiment de distinction. C'est comme tout se marie, les gens, les connaisseurs, les mélomanes, autant que les gens qui y vont pour la première fois. Et ce qu'on fait aussi en même temps, on adapte le répertoire, bien sûr, pour qu'il y en ait, pour ne pas justement présenter des œuvres que les gens ne connaîtront pas. Donc, le mélange musique plus accessible, même musique populaire et musique classique, a vraiment sa place dans ce genre de concert qui permet aux néophytes de découvrir le son d'un orchestre symphonique qui vont peut-être par la suite être moins intimidés à venir nous voir à la salle Pratt, dans nos salles de concert. Donc, en gros, c'est l'endroit où on rejoint le plus de monde, mais aussi on a envoyé des musiciens dans le métro l'année dernière, aux heures de pointe, aux heures où il y a plus d'achalandage. Et ça a été beaucoup apprécié aussi. Les gens, la musique classique, une flûte, un violon dans le métro qui joue de la musique classique. Donc, là aussi, il y a différentes façons de sortir de nos murs, de nos endroits, nos zones de confort et de permettre à un autre public d'assister.
Vous vouliez intervenir, Oui, Anne-Marie? je pense qu'on travaille tous aussi dans ce sens-là. Nous, le genre de spectacle que nous offrons nous oblige à être en salle avec des équipements qui sont nécessaires. Alors, il y a tout un travail qui se fait pour aller chercher les jeunes aussi. Oui. Pour semer dès la jeunesse, il y a tout un travail à faire avec le milieu, en collaboration avec le milieu de l'éducation, pour amener les jeunes très tôt à démystifier justement qu'est-ce que c'est qu'aller au théâtre, qu'est-ce que c'est d'aller écouter un concert, qu'est-ce que c'est. Il y a tout un travail à faire pour, et là, s'ils prennent l'habitude très jeunes de tomber en amour, parce qu'on a le goût que tout le monde tombe en amour avec les arts de la scène, on scène pour déjà plus tard le goût d'y retourner. Et j'imagine que vous autres aussi, dans les bibliothèques, il y a tout un travail qui se Tout à fait. fait, parce qu'on sait bien qu'au niveau de la littérature, entre autres, ou de la lecture de façon plus générale, plus un enfant commence tôt, plus on est assuré que ça va être un lecteur plus tard. Alors, on a même des activités avec des femmes enceintes qui commencent à raconter la lecture, faire la lecture à leur bébé. Alors, c'est pour dire qu'effectivement, c'est comme jamais trop tôt. Et puis, on sait que ça a un effet bénéfique. Lorraine, la relève Oui, aux nous, Ocalos? on avait donné beaucoup d'ateliers à des jeunes enfants. C'est un atelier d'une journée, va sans dire, parce que c'est quand même un travail très accaparant. Alors, des fois, au bout de 2 heures, disons que l'attention n'est plus là, ça vaut être bien agréable et tout, là, c'est bon. Et les parents venaient, ça c'est arrivé, Claire Lemay, la fondatrice de Zocalo, en a donné, et à l'avenir aussi, là, je parle au passé, mais c'est parce que c'est dans le futur aussi, là, c'est dans la programmation, il y a toujours de ça. Vous faites tous, je crois, aussi des résidences pour les jeunes Pour la artistes relève, ou la oui. relève. Nous, on en fait création. beaucoup. Résidence C'est de des création. résidences de C'est important création. pour vous, ça. C'est très important. D'ailleurs, cette année, on avait un compositeur en résidence, mais j'aimerais revenir aussi de l'idée d'atelier, parce qu'on rejoint les jeunes de 2 façons. Premièrement, on les rejoint comme auditeurs, qu'on les amène à la salle de concert ou qu'on aille dans les écoles et écouter un concert, un spectacle, si on veut, mais aussi de les intégrer au projet artistiques ou des mettre en contact direct avec les artistes professionnels a un effet très, 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 très fort sur les jeunes. Ce qu'on fait souvent, nous, et ce qui m'apporte beaucoup de bonheur, je dois dire, c'est des concerts où j'ai des jeunes, une chorale. Comme au primaire, on a souvent, à la fin de l'année, une chorale où il y a 300 jeunes qui chantent avec l'orchestre. Bon, ils vivent une expérience de scène, donc ils ne sont pas seulement... Ils ne sont pas en train de seulement consommer le concert, mais ils sont sur la scène en tant qu'artistes et vivre une expérience de scène, d'arrière-scène. Donc, ces gens-là, plus tard, quand ils vont au spectacle ou au concert, ils ont déjà une idée de ce qui se passe sur la scène, de l'électricité, de l'émotion, de l'arrière-scène, de l'avant-concert, l'après-concert et tout, qui, je crois, les incite à devenir mélomanes ou consommateurs de produits artistiques. Musicien. Ouais. Pourtant aussi, Chez en tout vous cas, je sais aussi, pas, Marie. oui, on en fait à peu près 5 par année et on accueille, c'est surtout en théâtre et en danse. Et ce qui est magnifique, c'est que pendant que les artistes sont chez nous en train de préparer, de travailler sur leur création, très souvent, ils vont être mis en contact avec des publics cibles à qui éventuellement va s'adresser leur création. Et là, si c'est pour des jeunes, on va avoir des groupes scolaires qui vont venir à des expérimentales. On a vu avec la troupe Motus, ils ont même travaillé avec des jeunes pour le spectacle Baobab, en collaboration avec eux pour la création de marionnettes et d'une grande fresque. Et là, ce qui est magnifique, c'est que, ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est que le public qui a la chance d'assister, de voir l'atelier du créateur, mais là, un atelier qui est pas... Les gens ne sont pas en situation de donner un spectacle, ils sont vraiment dans une situation de recherche. Ça ouvre complètement les perspectives ensuite des spectateurs. Oui. Non, En c'est sûr que nos danse, c'est la résidences, même c'est pas chose. tout à fait la même chose. Bon, Oui. mais c'est des résidences pareilles, c'est pas juste un relève, un artiste professionnel. Ah, mais nous, c'est entièrement des compagnies professionnelles, excuse-moi. OK. Mais Mais c'est- ils sont en processus de création. Ben, c'est ça, mais nous, on a un volet aussi relève, mais c'est aussi son professionnel. Les Parce que, futurs c'est ça. professionnels, dans le Ah, fond. mais ce qui est le fun, c'est que ça donne beaucoup. Ils viennent à l'atelier, va sans dire. Alors, moi qui suis là, ça me donne le goût
ça stimule, ça pousse dans le dos un peu, parce que souvent, on a tendance, en vieillissant, à s'asseoir sur ce qu'on a fait et non sur ce qui est à venir. Et quand on voit des personnes travailler, chercher, faire une recherche, qui soient emballées, l'enthousiasme, ça stimule énormément. C'est de Beaucoup. l'oxygène, en Oui, réalité, beaucoup, pour nos beaucoup. lieux et Et pour nous, les comme spectateurs. nous autres, évidemment, on ne donne pas le C'est de spectacle l'oxygène. avec ça, mais on donne la présentation de la résidence. Alors, Mais le le public monde est change, invité. hein? Le monde vieillit, Ben oui, c'est très, d'une part, puis démographiquement aussi, on accueille de plus en plus de communautés culturelles. D'ailleurs, Micheline, vous, à la bibliothèque, vous avez même créé un service pour tendre Oui. la main, là, pour accueillir. Oui, puis ça va tout à fait dans le sens dont je parlais tantôt, en voulant mentionner les liens, les services hors les murs. Alors, on a créé un poste qui est vraiment en lien avec la communauté. Donc, cette personne-là va particulièrement dans les différents organismes, notamment auprès des communautés multiculturelles qui sont souvent en recherche de connaissances de notre culture québécoise. Alors, l'idée, c'est d'intégrer ces gens-là dans notre culture. Alors, on leur offre souvent une programmation de conférences sur la culture québécoise. On développe des collections faciles à lire parce que c'est souvent des gens qui ne parlent pas français en arrivant, donc qui doivent faire l'apprentissage de la langue. Alors, on développe des cours de langue et puis des petites collections faciles d'accès pour leur permettre de connaître et de s'intégrer dans la culture québécoise. Alors, je pense qu'il y a comme... C'est un effort qui est extrêmement important pour l'intégration là, et ancrer la bibliothèque dans son milieu. Mais vous, les défis, là, ça vous attend, parce qu'avec le livre numérique, on prend le virage technologique, là. La bibliothèque dit ça comment, là? Oui, mais en fait, c'est tout un virage, effectivement. Mais disons que le rôle des bibliothèques, des bibliothécaires, du personnel des bibliothèques n'est pas appelé à changer tant que ça. Ce qui change, c'est le support, finalement. Alors, notre rôle de guider, d'aider la recherche, d'identifier, par exemple, des sites Internet crédibles pour différentes recherches, la même chose que pour le livre numérique. Notre rôle demeure toujours le même, mais c'est sûr que c'est le médium, le support qui change. Et puis, c'est effectivement, je pense que dans tous les milieux du livre... Mais Lorraine, aux Ocalo, il y a eu le virage de la gravure numérique aussi. Oui, qui a été bien accepté. D'ailleurs, ça, Oui. c'est un truc, quand l'exposition va aller en France, Oui. c'est une trentaine d'œuvres du Zocalo qui s'en va là-bas. Ils connaissent le numérique, mais ils pensent plus que c'est une photo d'une œuvre. Ils n'ont pas on dirait, je pense, là, je m'aventure mais on a une meilleure expertise du numérique ici. Alors, on va aller leur montrer c'est quoi. Pour l'orchestre et le théâtre, oui, On est allez-y. rendu à la partition numérique. Ça va venir, et les lutrins numériques avec la partition, plus de perte de Moi, je veux pas feuilles qu'on et tout. remplace mon chef d'orchestre par un robot, ça, c'est Un clair. hologramme. On veut pas ça. Je veux vous garder. Vous deux, dans le fond, vous avez à composer avec un autre défi. C'est la proximité des nouveaux joueurs. Hein? La Maison symphonique à Montréal, pour vous, l'Étoile du 10-30. Est-ce que c'est plus stimulant ou c'est plus inquiétant? Je commence avec vous, Marc. Je dirais pas que c'est inquiétant, c'est stimulant quand il y a quelque chose de nouveau qui est créé dans le milieu culturel. Tout le monde en bénéficie. Il y a des retombées pour tout le monde. Qu'on ait une salle de concert adéquate à Montréal, tout le monde en bénéficie. Nous, d'ailleurs, on joue à la salle, à la Maison symphonique de temps à autre. On a joué au mois de juin dernier. Donc, tout le monde en bénéficie, mais c'est certain qu'au départ, à l'ouverture de cette salle, il y a une curiosité. Une curiosité non seulement du marché montréalais, mais de notre marché, de nos marchés. Anne-Marie, ça doit être un peu la même chose. Les gens veulent aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, ils vont, mais dans notre cas, ils vont, mais ils sont quand même fidèles parce qu'au fil des ans, on a travaillé fort à vraiment créer une complicité avec nos abonnés. Sont fidèles depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Notre base d'abonnement est très, très forte. Ce qui est plus difficile, c'est peut-être de vendre des événements hors série et tout.
Et je pense, malgré l'offre dans la région, que ce soit au 10-30 ou en ville, si on arrive à créer cette complicité, d'être près de notre auditoire, oui, ils vont aller butiner ailleurs, mais ils nous reviennent. Ils vont revenir. Je pense que plus qu'une compétition, de notre point de vue, c'est plus une complémentarité. Parce qu'on a quand même, je pense au Théâtre de la Ville, on a quand même des différences de choix artistiques. On a des créneaux qui sont tellement différents, disons donc, de la 10-30, qu'on se démarque, chacun fait ses choses. Et je pense que les gens vont tout le temps continuer d'aller à Montréal. Beaucoup de créateurs et de création se font là, mais on a la proximité, puis on a des passionnés à Longueuil, et ils demeurent fidèles et ça essaime cette passion. Alors, je pense que on ne doit pas penser en termes de compétition. Peut-être que Montréal, je ne sais pas, frissonne un peu, mais je pense qu'il ne devrait pas. On est plus complémentaires que... Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'art en question. Écoutez, je remercie mes invités, le maestro Marc David, Madame Lorraine Matteau, Madame Micheline Perrault, Madame Anne-Marie Provencher. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de TV Rive-Sud et à la formidable équipe du Conseil des arts de Longueuil. Merci à vous à la maison de votre fidélité. Bonne semaine.